les chiffres, si on regarde les chiffres, là, je peux montrer un diagramme qui n'est pas inintéressant, Volontiers. euh, qui est Parfait. on va faire comme ça, voilà, Ah ouais, laisse-le, c'est bon. qui est un diagramme, alors qui est fait à partir de deux sources. Ici, en rouge, vous avez les pertes russes. Ces chiffres viennent de Mediazona. Mediazona est un média d'opposition russe, qui est basé d'ailleurs dans les pays baltes, et qui travaille avec la BBC britannique, et qui compte le nombre de morts par rapport aux observations faites sur les réseaux sociaux. Et on aurait ce chiffre-là, donc en mai, fin mai, mi-mai, on aurait 107 000, disons 108 000 pertes russes. Et puis en haut, vous avez un média qui est un média ukrainien, qui a fait à peu près le même calcul, le même type d'approche, et qui arrive au chiffre de pratiquement 720 000 morts aujourd'hui. Ouf. Ce Voilà. qui n'est pas si étonnant, hein. Mais c'est Alors, dramatique. quand on regarde, on voit que les chiffres qui ont été donnés, par exemple 100 000, qui ont été donnés par le site ukrainien, sont confirmés par Ursula von der Leyen en septembre Ouais, je me rappelle. Ouais. 2022. Voilà, Ursula Sans von faire der Leyen, exprès. elle avait mentionné, après, ils ont enlevé d'ailleurs, oui, de son Ouais. discours, parler de 100 000 morts, et ça correspondait plus ou moins avec ce que le chiffre ukrainien donnait. Et puis, le Mossad, en février ou janvier, en février ou janvier 2023, avait donné pour les pertes ukrainiennes 157 000, et ça correspond à l'époque, c'était 155 000 selon le site ukrainien. Et puis le journaliste ukrainien Revetchuk, qui est un journaliste connu en Ukraine, avait évoqué en 2023, c'était en septembre 2023, le chiffre de 285 000. Et évidemment, nos médias n'ont jamais parlé de ça. Mais ouais, donc, et ça correspond grosso modo avec, c'est un chiffre un peu plus élevé que le chiffre donné par le site ukrainien. Donc, ce qui me fait dire que le site ukrainien n'est probablement pas complètement faux. Et le site ukrainien lui-même, parce qu'il utilise aussi des algorithmes pour calculer ses pertes, et il avoue lui-même que probablement, il a changé d'algorithme ici. On voit qu'il y a un saut, et puis on voit que la ligne se propage différemment à partir de la mi-2024. Et le site ukrainien dit que probablement les pertes sont en réalité légèrement inférieures aux chiffres qui sont obtenus comme ça. Donc on est probablement aujourd'hui à quelque chose qui est plus proche de 660 000 morts ou quelque chose comme ça. Ça, c'est juste les morts, hein, donc alors ici, c'est les morts. Ici, pour parce les que ça fait Ukrainiens, presque 1 million tout, puis alors c'est peut-être même la partie visible de l'iceberg. C'est voilà. atroce, c'est cataclysmique. C'est ça. Alors, évidemment, tout le calcul des Européens, il est basé sur le fait qu'on inverse les chiffres. Et on attribue, d'ailleurs, quand vous regardez les différentes valeurs pour les pertes ukrainiennes que Zelensky a données, eh bien, il a systématiquement donné les chiffres qu'on a pour les Russes, qu'on a sur Mediazona pour les Russes. N'est-ce pas? Le dernier chiffre qu'il avait donné l'année passée, c'était 80 000. Et on est à peu près ici, donc à peu près effectivement à la même hauteur que ce que disait Mediazona pour les... Donc les Ukrainiens, dans le discours officiel, ont systématiquement repris finalement les valeurs russes. Et j'avais démontré ça d'ailleurs dans un de mes livres sur l'art de la guerre russe, sauf erreur, où j'avais démontré qu'il y avait ces calculs. Alors, de nouveau, il faut être prudent avec ces chiffres parce que ces chiffres sont basés en partie sur des observations, en partie sur des algorithmes, des sortes d'extrapolations qui peuvent être plus ou moins bonnes. On voit qu'il y a une assez bonne corrélation au début 1984, puis après la corrélation, on voit qu'elle change de niveau, mais on voit que la courbe est à peu près toujours dans la même direction. Donc, il y a probablement des éléments
juste. Donc, mais il faut quand même les prendre avec beaucoup de précautions, ces chiffres, mais ils semblent confirmer. Et d'ailleurs, monsieur Danilov, qui est le secrétaire, ou oui, celui qui préside le Conseil national de sécurité, en tout cas, il le présidait, Conseil de sécurité nationale ukrainien, disait que les pertes ukrainiennes par rapport aux pertes russes étaient dans un rapport de 1 à 7. Or, quand vous regardez ces chiffres, vous voyez qu'on est effectivement, grosso modo, dans un rapport de 1 à 7. Donc, ça confirmerait. Je pense que il ne faut peut-être pas prendre ces chiffres à l'unité près, etc. Mais dans les grandes lignes, j'allais dire les tendances de ces deux lignes, je pense, sont relativement correctes et montrent qu'en réalité, les Ukrainiens perdent bien davantage que les Russes. Et d'ailleurs, ça se vérifie pratiquement chaque jour quand on voit les efforts qui sont faits par les Ukrainiens pour recruter. Il y a clairement un manque de personnel, alors que du côté russe, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Et puis j'ai lu qu'il y avait 50 000 déserteurs là récemment, énormément de personnes qui essayent de fuir ce recrutement. Les vidéos sont légion sur des Ukrainiens qui essaient de se soustraire au recrutement, aux gens qui viennent carrément les attraper. J'ai vu des images aussi de femmes qui s'interposent devant les minibus qui kidnappent leur mari. Et on a des images extrêmement violentes qui se développent. Mais ce qui est intéressant, il y a un journaliste américain d'ailleurs, qui habitait à Kharkov et qui a été finalement arrêté par les services secrets ukrainiens. Il a été torturé, il est mort d'ailleurs dans une prison ukrainienne, hein, mais il est américain à la base. Il était marié avec une Ukrainienne, c'est pour ça qu'il habitait en Ukraine. C'était Lira? Gonzalo Lira, exactement. Gonzalo, oui. Et dans les premiers jours, de l'offensive russe, c'est-à-dire on était en février-mars, début mars 2022, il se trouvait à ce moment-là, pour des raisons de travail, il était à Kiev et non pas à Kharkov. Et il racontait déjà à ce moment-là, on était au début mars, il disait déjà que les Ukrainiens recrutaient de force les gens et enlevaient les jeunes dans la rue pour les mettre dans des camionnettes et les envoyer sur le front. Déjà en mars 2022. Donc on n'est pas sur quelque chose de nouveau, on est sur quelque chose qui s'est renforcé. Et j'ai parlé tout à l'heure de ces mouvements de résistance ukrainiens à l'intérieur de l'Ukraine. Une grande motivation pour ces mouvements ukrainiens de lutter contre le gouvernement, c'est précisément le recrutement forcé. Donc on est avec une sorte de guerre clandestine qui s'est développée à l'intérieur du territoire contrôlé par Kiev et qui coordonne certaines activités avec la résistance, parce qu'il y a aussi une résistance russe dans certaines régions, dans les régions d'Odessa, Nikolaïev, Dnipropetrovsk, Kharkov, tout ça, vous avez aussi des mouvements de résistance russophones, puisqu'on est dans des régions russophones, enfin pas seulement russophones, pas simplement des gens qui parlent russe, mais des gens qui sont ethniquement russes. Et ces gens qui sont ethniquement russes ont aussi des mouvements de résistance qui ont été créés très tôt, qui sont d'ailleurs dérivés des mouvements de résistance qui se sont développés à partir de 2014, qui ont été très violemment et brutalement réprimés entre 2014 et 2022, qui ont été à la raison pour laquelle les Ukrainiens ont dû engager ces paramilitaires d'extrême droite, ultranationalistes, d'extrême droite, vous les appelez comme vous voulez, parce que l'armée ukrainienne ne parvenait plus à lutter contre ces Russes, parce que dans l'armée ukrainienne, il y avait aussi des Russes, des gens ethniquement russes. Donc ces gens n'allaient pas tirer sur leurs frères russes qui luttaient pour maintenir leurs droits. Par conséquent, l'armée ukrainienne s'est désagrégée. C'est la raison pour laquelle, moi, alors que je travaillais à l'époque à l'OTAN, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été envoyé moi-même en Ukraine pour contribuer à voir comment on pouvait résoudre le problème de l'armée ukrainienne à ce moment-là. Parce que l'armée ukrainienne n'était pas taillée pour se battre c'est une armée qui n'était pas professionnelle, c'est une armée qui était recrutée territorialement. Donc, évidemment qu'il y avait des russophones dans une armée qui essayait de lutter contre des Russes qui défendaient leurs propres droits.
Alors évidemment, ça ne marchait pas, et c'est la raison pour laquelle il a fallu créer les paramilitaires. Et les gens qui continuent à soutenir les paramilitaires, et j'ai cité sur votre chaîne des politiciens suisses notamment, qui, qui- qui- qui ont raconté, alors j'en parle aussi dans mon livre, je les arrose gaiement parce que des politiciens comme ça, on n'en a pas besoin. Mais euh, c'est ce qui a motivé l'émergence de ces mouvements ultranationalistes, parce qu'il fallait des gens qui soient complètement acquis à la cause ukraino-ukrainienne. Or, il y a toujours des Russes ou des Russes, des Ukrainiens d'origine russe en Ukraine. Et d'ailleurs, dans la région de Pakrovsk, c'est Euronews, je crois, peut-être je peux me tromper, mais enfin, bref, qui a fait un reportage récemment dans la région de Pakrovsk, enfin, on est c'était au début de cette année ou fin de l'année passée. Ils ont fait un reportage où il y avait des citoyens ou des habitants qui ont refusé de quitter la ville alors que les forces russes s'en approchent. Et la journaliste demande, mais pourquoi est-ce que vous ne quittez pas? Il a dit, mais nous, on est russes. Le gars, c'est un vieux monsieur, il dit, mais ici, vous n'avez pas d'Ukrainiens, on est tous des Russes. Donc, ces gens, ils ne sont pas simplement laissés faire comme ça. Ils ont fait partie, il y a des mouvements de résistance qui existent. Alors évidemment, nos médias n'en parlent pas du tout parce qu'il faut conserver cette image que la Russie est un pays d'occupation, etc. Oui. La réalité est que, et comme je l'ai déjà dit sur votre chaîne, une des réalités, c'est que en juillet, le 1er juillet 2021, l'Ukraine a adopté une loi qui donne des droits différents aux Russes d'Ukraine qu'au reste des populations ukrainiennes. C'est la loi sur les populations indigènes, et les populations indigènes qui sont considérées comme indigènes par le gouvernement ukrainien ont un certain nombre de droits, alors que les Russes qui ne sont pas considérés comme indigènes n'ont pas accès à tous les droits qu'ont normalement les citoyens ukrainiens. Et c'est la raison pour laquelle, les 4 régions qui ne sont pas encore totalement occupées par les Russes, c'est-à-dire Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, c'est pourquoi ces régions, les Russes sont fermes là-dessus, ils ne donneront pas, ils ne laisseront pas ces régions à l'Ukraine. Et en fait, le fait de conserver l'autorité russe sur ces régions découle de l'objectif de dénazification. Ce n'est pas simplement le fait de dénazification, évidemment, chez nous, chacun le voit à sa manière. Et puis, alors, nos journalistes, ils le font de la manière comme ils savent le faire, c'est-à-dire de manière caricaturale et un petit peu de manière enfantine. La réalité est plus complexe. Cette loi de juillet 2021, c'est une loi qui a été comparée en son temps aux lois de Nuremberg en 1935 en Allemagne. C'est-à-dire des lois qui donnent des droits différents, non pas en fonction de ce que l'on fait, mais en fonction de ce que l'on est. Et c'est ça qui fait, on revient à la notion de racisme qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, c'est la différence qu'on peut faire quand on a une loi qui détermine des droits en fonction de ce que l'on est et non pas en fonction de ce que l'on fait, eh bien, on est effectivement dans une notion. Alors ça, c'est ces lois-là, parce que ça, c'est connu, j'entends, c'est ouvertement connu, mais nos politiciens continuent à soutenir ces lois, alors que finalement, c'était les mêmes lois, enfin les mêmes, toute proportion gardée, parce que en Allemagne, c'était clairement dirigé contre les Juifs, et puis c'était quand même un peu plus, comment dire, c'était plus radical que la loi de juillet 2021, mais c'est le même esprit, c'est la même philosophie, c'est la même manière de penser. Et nos politiciens, y compris nos politiciens suisses, y compris celui que j'épingle très volontiers, parce qu'il m'a épinglé sur son post Facebook, donc il n'y a pas de raison que je ne me prive pas de l'épingler aussi. Mais ce sont exactement ces gens-là qui sont aujourd'hui chez nous les fondements
de la disparition de la démocratie. Ces gens sont les fossoyeurs de la démocratie. Parce que la démocratie, ben, c'est d'accepter d'ailleurs les accords de Minsk qui avaient été faits sous l'égide, notamment Minsk I, qui avait été sous l'égide, je le rappelle, de Madame Heidi Tagliavini, qui était une diplomate suisse à l'origine, qui travaillait pour l'OSCE à ce moment-là, et c'est à ce titre qu'elle a parrainé d'une certaine manière les accords de Minsk. Les accords de Minsk devaient précisément apporter une solution, alors je ne veux pas dire à la Suisse, mais on voyait très nettement une influence suisse dans la manière d'aborder la problématique des droits des minorités, de la grande minorité russe en Ukraine. Et on voit aujourd'hui nos politiciens qui sont contre ces mécanismes-là. Et d'ailleurs, nos politiciens n'ont jamais favorisé la mise en place des accords de Minsk. Ils n'ont jamais voulu comprendre non plus ce que c'était. Et c'est de nouveau, on est sur ces réalités virtuelles qui nous montrent une facette de la réalité qui ne nous permet pas de résoudre les problèmes. Voilà.